la présentation que je vais faire aujourd'hui sur l'évaluation du risque des maladies de l'identification aux études épidémiologiques, donc est réalisée au sein de la structure recherche de la FN3PT, qui est Innov3PT. Dans une partie des travaux sont réalisés dans le cadre de l'UMT Innoplan, et ces travaux sont réalisés en collaboration avec les OP. Donc, pour évaluer le risque de ces maladies, donc nous avons établi plusieurs thématiques, plusieurs axes de recherche. D'abord, nous travaillons sur l'identification et la caractérisation des agents pathogènes. Par la suite, nous cherchons à comprendre leur cycle de vie. La troisième thématique, c'est la mise au point d'outils de détection et de quantification pour suivre ces agents pathogènes. Et puis, la quatrième thématique, c'est l'application de ces outils pour des études épidémiologiques. Donc, au niveau de ces donc, tous les exemples que je vais présenter sont réalisés dans le cadre du programme épidémiologie et gestion des maladies telluriques de type altération superficielle et pythium. Donc, dans ce programme, on travaille sur plusieurs bioagresseurs qui peuvent être des champignons, des zoomycètes, des protistes et des bactéries. Donc, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des travaux qui sont réalisés sur l'ensemble de ces agents pathogènes. Je vais me focaliser sur un agent pathogène maladie par thématique. Donc, pour illustrer les travaux d'identification et de caractérisation que nous réalisons, je vais vous montrer les travaux qui sont en cours sur la pourriture aqueuse provoquée par le pythium. Pour illustrer la thématique sur la connaissance des cycles de vie des agents pathogènes, je prendrai l'exemple du rhizoctone. Et pour illustrer la thématique détection, je prendrai les travaux qui sont en cours sur la gale poudreuse. Donc pour la thématique identification et caractérisation, donc pour la pourriture aqueuse, qui est une maladie qui est réémergente, donc au départ de ce programme, on n'avait pas d'expertise ni scientifique ni technique, donc il fallait mettre au point des méthodologies pour pouvoir identifier ces espèces. Donc nous avons travaillé sur 130 lots provenant de différentes régions de production de pommes de terre. Nous avons utilisé ces outils pour isoler les agents pathogènes responsables. Donc nous avons constitué une collection de souches d'environ 150 souches qu'on a par la suite identifiées par des outils de biologie moléculaire que nous utilisons en routine dans le laboratoire. Donc là, après extraction d'ADN et son amplification, on fait du séquençage. Donc la comparaison de ces séquences avec les données sur les micro-organismes existants dans les banques de gènes nous permettent d'identifier les principales espèces qui sont en cause. Donc nous procédons par la suite par la classification de ces isolats entre eux, donc ce qu'on a obtenu sur les 130 lots, mais également avec des isolats qui existent dans les banques de gènes, les isolats surtout de référence qui ont été prélevés sur pommes de terre ou sur d'autres cultures. Donc comme on voit sur l'arbre qui est affiché, donc qui est très synthétique, à partir de ces 130 lots, nous avions identifié en moins 8 espèces de pythium qui sont associées à ces pourritures aqueuses, dont la principale, qui est en haut, en rouge, qui est Pythium ultimum, variété ultimum, qui est la plus fréquente et la plus agressive. Néanmoins, on a d'autres espèces qui sont certes minoritaires, mais qui, dans certaines conditions, peuvent également provoquer des pourritures sur pommes de terre. Donc, une fois qu'on a ce travail-là sur l'identification des espèces, on l'a fait pour le pythium, c'est un travail qui est actuellement en cours, donc qui a commencé en 2017. On l'a également réalisé sur les autres bioagresseurs que je vous ai montrés auparavant. Donc, la deuxième étape consiste à comprendre le cycle de vie. Donc, dans le cas du rhizoctone, on s'est basé sur le cycle de vie des agents pathogènes et nous avons réalisé des expérimentations en conditions contrôlées en serre et au laboratoire pour décortiquer ce cycle. Donc là, je ne vais pas vous présenter l'ensemble des résultats, mais je vais faire des petits flashs sur certains paramètres. Par exemple, nous avons
mis en évidence l'importance de l'inoculum du sol et du plan, donc l'importance égale de ces deux types d'inoculum. Également, qu'une seule source suffit pour produire la maladie. Nous avons mesuré la vitesse d'infection de ce pathogène qui est très très rapide et qui dépend de plusieurs conditions, à savoir la température, l'âge de la plante et la distance à la plante. Nous avons également montré que la maladie est polycyclique, elle se produit en 2 cycles, donc une phase provoquée par l'inoculum primaire qui va initier l'épidémie, et puis une seconde qui va propager la maladie sur les différents organes et qui est capable, au fait, une plante malade peut également affecter une plante saine. Donc là, on a l'ensemble des travaux qui ont été réalisés pour comprendre le cycle de vie de Rhizoctone, à savoir les températures, les optimales températures de croissance, d'infection, l'âge, la susceptibilité de la plante en fonction de son âge, le rôle des plantes, des cultures de la rotation et des cultures intermédiaires sur la survie. Donc en parallèle de ces travaux en conditions contrôlées, nous avons également mené des travaux sur une parcelle expérimentale pour comprendre comment se développe la maladie de la plantation jusqu'à la récolte. Là, sur le graphe, on a des courbes de progression de maladie sur les tiges, les stolons et sur les tubercules. Donc sur les tiges et les stolons, là on voit des symptômes très sévères dès le début de la culture. Et sur les tubercules, on a 2 formes de symptômes. Les symptômes d'altération liégeuse qui commencent très tôt dès la tubérisation et qui évoluent dans le temps, et puis les sclérotes, comme on le sait, au fait, qui apparaissent juste après le défanage et qui évoluent en fonction, enfin, selon la période entre le défanage et la récolte. Donc, en fait, l'ensemble de ces courbes de progression de la maladie nous permettent, en fait, de réfléchir par la suite comment positionner les leviers de gestion, comment faire la combinaison de leviers, quels sont les leviers qui sont complémentaires, les leviers qui sont additifs pour justement gérer le Rhizoctone au niveau de la culture, mais également au niveau de la succession culturelle. La troisième thématique de nos travaux consiste en la mise au point d'outils de détection. Donc là, je vais vous prendre le travail qui est en cours sur Spongospora subterranea, agent de la gale poudreuse. Donc, nous cherchons à détecter le pathogène sur les tubercules, les plantes, les substrats de culture et dans les sols de parcelles expérimentales et pourquoi pas dans l'avenir dans les parcelles agricoles. Donc, ces outils de détection sont importants pour tous les agents pathogènes que je vous avais cités auparavant, mais d'autant plus pour Spongospora subterranea parce que c'est un pathogène qui est très peu présent en France et on a envie de garder ce privilège. Et aussi, c'est un pathogène obligatoire qui est difficile à suivre. En fait, pour faire des expérimentations, on n'arrive pas à le cultiver sur des milieux de culture. Donc, ces outils de détection sont un prérequis pour avancer sur ces programmes. Donc là, pour mettre au point un outil de détection, dans notre cas, c'est un outil qui est basé sur la PCR à temps réel, qui permet en plus de la détection du pathogène de le quantifier. Donc, il y a plusieurs étapes. Donc, on met au point des outils d'extraction d'ADN pour qu'ils soient performants, c'est-à-dire qu'on ait une bonne quantité d'ADN, une bonne qualité d'ADN. On évalue plusieurs marqueurs de point de vue sensibilité et spécificité, puis on sélectionne un marqueur qu'on trouve le plus performant, puis après, on passe à son évaluation sur les plantes et les substrats complexes que j'avais cités auparavant. Donc là, c'est juste un exemple de courbe d'amplification de détection du pathogène. Donc sur la gauche, on a des courbes standards qui permettent de nous évaluer, de nous estimer la quantité du pathogène, donc de la concentration la plus élevée à la plus faible. Et là, on a quelques exemples de courbes où on a estimé la quantité de substrats contaminés en bleu et des sols, en fait, de parcelles expérimentales contaminées en 3 types de sols. Donc, cette méthode a été mise au point. Donc là, je vais vous donner quelques applications possibles. Donc, nous utilisons maintenant ces outils pour évaluer l'état sanitaire du sol. Dans le diagnostic, par exemple, pré-plantation, comme on voit ici, on a évalué le sol de 2 parcelles expérimentales. Sur la parcelle de gauche, on voit qu'on a mis en évidence une contamination homogène et très importante sur cette parcelle. Par contre, sur la diapo
de droite, on a une contamination hétérogène avec des zones qui sont très infestées, des zones moyennement infestées, des zones pas du tout infectées. Donc le fait d'avoir cette cartographie de l'inoculum nous permet déjà au niveau expérimental de choisir nos parcelles, mais également, si on n'a pas le choix, de voir comment positionner notre dispositif expérimental. Donc on a aussi des applications par rapport à mettre en avant l'effet des variétés non seulement sur l'expression de maladies, mais également poursuivre la contamination, ces variétés, voir si elles multiplient ou elles réduisent l'inoculum du sol. Avec ces outils, on arrive également à suivre la maladie à ses stades précoces, par exemple sur les racines, et relier, voir s'il y a de la corrélation entre l'infection précoce et l'infection tardive sur les tubercules. Donc là, je vais finir par montrer que malgré qu'on a des outils de détection et qu'on connaît bien les épidémies, on a cherché à comprendre comment l'environnement en fait module ce risque. Donc dans le cas toujours de la gale poudreuse, nous avons conduit un travail où on a montré justement que les conditions d'humidité en fait sont importantes pour produire une épidémie. On voit bien l'année 1 où on a une forte humidité. Sur la même parcelle, l'année 2, on n'a pas du tout d'humidité. Donc nous avons relié cette épidémie à la présence d'humidité au moment de la tubérisation. Donc on voit bien dans l'année 2 qu'il y a une phase très sèche qui a empêché la progression de la maladie. Donc là, je vais terminer juste par dire que l'ensemble de ces résultats ont été mobilisés déjà pour plusieurs choses. Donc là, pour le diagnostic, j'ai déjà coordonné en collaboration avec d'autres organismes un site web typiquement sur les altérations superficielles pour leur connaissance et leur diagnostic. Donc il y a l'adresse du lien pour ceux qui veulent le visiter. Nous organisons également des formations, que ce soit au laboratoire, au champ ou pour les notations, que ce soit au niveau national, mais aussi dans le cadre de collaboration à l'international. Et nous publions nos articles scientifiquement, mais également souvent on remet des articles sur des articles techniques pour informer justement de l'évolution des recherches sur ces maladies. L'ensemble de ces résultats aussi sont mobilisés pour la conception des itinéraires techniques et des systèmes de culture. Nous avons eu l'occasion justement d'intervenir dans le cas du projet, par exemple, CASDAR-CISPID, pour gérer le rhizoctone dans la rotation culturale. Donc, toutes les connaissances que nous avons générées au niveau de nos programmes ont servi à alimenter cette réflexion. Nous avons également, et on est en train de continuer, de voir comment gérer un ensemble de bioagresseurs sur la pomme de terre. Donc nous avons commencé bien sûr sur les bioagresseurs sur lesquels nous travaillons. Et ce travail justement va servir à la conception des ITK. Donc c'est la thématique que Camille Pouèche qui est là va vous présenter demain. Donc voilà, je vais terminer par remercier l'ensemble des partenaires, que ce soit des collaborateurs au niveau technique et scientifique, et puis les producteurs de plans qui financent ce travail, ainsi que le GNIS, pour sa participation au financement. Et merci pour votre attention.